septembre 2020, le maire de la ville d'Anvers lance une vaste opération baptisée Night Watch, afin de contenir les violences liées à la drogue dans certains quartiers sensibles tels que Borgerhout et Deurne. Cette décision fait suite à une série d'explosions de grenades et de tirs de balles survenus durant l'été de la même année. Initialement, les médias mentionnent le nom de Mohamed RC, alias l'Algérien, comme étant un acteur clé ayant conduit à la prise de cette décision. Après s'être échappé de l'emprise de ravisseurs tentant de le kidnapper, l'Algérien aurait donné le feu vert à une série d'attaques au cours de l'été, en guise de représailles. Bien que l'entourage de celui-ci ait été impliqué dans des actes violents durant le mois de juin, un autre personnage important du milieu criminel d'Anvers émerge en août. Il s'agit de Mohamed El H, qui dès lors ne peut plus échapper à l'attention de la police. Revenons à l'année 2015, alors que tout est encore relativement calme en Belgique et particulièrement à Anvers. Toutefois, la situation prend un tournant crucial le 19 juin, lorsque la police effectue un contrôle sur une voiture suspecte qui se trouve sur le parking de l'hôtel City Inn à Borgerhout. À bord se trouvent 3 individus, dont Abdelkader Bouker, alias Juif, et son présumé bras droit Mohamed El H. Cependant, ce qui attire le plus l'attention de la police, ce sont les 10 sacs de sport contenant 322 kg de cocaïne, estimés à une valeur marchande de 15 millions d'euros. Une situation pour le moins délicate pour l'équipe à la manœuvre, les enquêteurs estimant qu'elle travaille pour des figures haut placées dans la mafia de la drogue aux Pays-Bas. La perte de la drogue est un risque inhérent à ce métier, mais ce qui intrigue davantage, c'est qu'après quelques semaines, Abdelkader est libéré malgré un lourd casier judiciaire. En effet, il est connu pour avoir expédié des pilules d'ecstasy à travers le monde, en collaboration avec un clan israélien. Alors, sa libération suscite bien des questions dans le milieu. Certains pensent qu'il pourrait être un informateur de la police, mais quoi qu'il en soit, quelque chose ne semble pas clair. Pour simplifier ici l'histoire, les barons néerlandais réclament le remboursement des 322 kg à Abdelkader, ce qu'il refuse en affirmant que la police était déjà sur la piste du chargement depuis longtemps et que ce n'est pas sa faute si les sacs de sport ont été confisqués. Ce genre de choses ne se fait pas sans conséquences et la patience des barons néerlandais s'épuise. Ils engagent alors 4 gangsters français pour régler cette affaire. Ainsi, le 7 juillet 2016, malgré plusieurs tentatives d'évasion, Abdelkader est finalement kidnappé près de son domicile d'Anvers et enfermé dans un appartement à Bruxelles. Selon la presse, le passeport d'Abdelkader est déposé dans la boîte aux lettres de son bras droit, Mohamed, à Borgerhout, façon de le mettre au courant du sort qui semble réservé à son patron. Apparemment, la famille d'Abdelkader reçoit l'aide de Mohamed, qui entre alors en contact avec les ravisseurs. Les négociations pour la rançon débutent et des sommes de plusieurs millions d'euros sont évoquées, étant le paiement exigé par la bande néerlandaise. Cependant, tout cela ne semble pas suffisant, car aucun signe de vie d'Abdelkader n'est donné depuis. Certaines personnes du milieu affirment avoir vu une vidéo d'Abdelkader qui aurait été dissous dans de l'acide chlorhydrique, mais il est tout aussi possible qu'il soit toujours en vie, se cachant sous une fausse identité pour échapper aux lourdes condamnations qui pèseraient sur lui. Quelle que soit la vérité, notre intérêt se porte maintenant logiquement sur l'histoire de Mohamed, qui devient lui-même une cible depuis l'enlèvement d'Abdelkader. Quelques semaines après, en décembre 2016, des inconnus tirent sur la façade du domicile de ses parents à Borgerhout et lancent aussi un explosif non loin de là. Un second incident survient en février 2017, alors que la même maison est à nouveau visée par des tirs, vraisemblablement à l'aide d'un fusil d'assaut AK-47. Les raisons de ces attaques restent floues, comme c'est souvent le cas lorsque la pègre d'Anvers est impliquée. La liberté de Mohamed, malgré son arrestation à bord de la voiture lors du contrôle, en flagrant délit, est principalement justifiée par la lenteur des procédures judiciaires avant leur conclusion. À titre d'information, quelques années plus tard, il sera finalement condamné à 3 ans de prison. Condamnation en lien avec cette cargaison de drogue, dans le cadre de l'affaire anversoise très médiatisée, connue du grand public sous le nom de Makrel. En 2020, plusieurs années après, Mohamed demeure actif dans sa carrière professionnelle et génère quelques soupçons quant à sa présence au cœur du Brésil, d'où il continue de gérer ses affaires. Sa bande comprend notamment son bras droit, Khalid, et son frère Ibrahim S. Il semble qu'il fasse appel au service de Patrick L., propriétaire d'une entreprise d'importation de fruits à Anvers, qui doit servir de parfaite couverture pour une prochaine livraison de cocaïne. Le 2 juin de cette même année 2020, les douanes belges contrôlent 2 conteneurs qui viennent d'arriver à Anvers, en provenance du Brésil, ayant fait escale au Maroc.
Outre des produits normaux, les enquêteurs découvrent 685 kg de poudre blanche. C'est à ce moment-là qu'ils prennent la décision de ne pas intervenir à chaud, choisissant plutôt de laisser les protagonistes retirer la cargaison juste après, pour certainement la transporter vers un entrepôt, lieu où la police pourra alors intervenir. Les pions sont ainsi arrêtés, constituant une première pièce du puzzle à laquelle bien vite d'autres pièces s'ajoutent, notamment grâce à l'accès aux messages du réseau SkyECC. Ces messages révèlent que Mohamed est le client de cette commande. Il sera condamné ultérieurement à 8 ans dans cette affaire, tandis que Patrick écopera de 6 ans. Cependant, Mohamed, également connu sous le présumé pseudo Del Toro sur SkyECC, ne s'arrête pas pour autant après cette saisie. Un conflit éclate à Anvers en août 2020 contre le groupe lié à la famille LB, tristement célèbre dans le milieu de la drogue, dont plusieurs membres ont eu de fréquents démêlés avec la justice. À noter que l'un des fils de la famille, Samir, avait déménagé aux Pays-Bas après avoir été condamné pour trafic de drogue. C'est également là-bas qu'il est liquidé, fin 2017, à Rotterdam. Quelques mois après cette liquidation, la voiture de sa sœur est gravement endommagée à Deurne, un district à Anvers, lors d'une attaque à l'explosif. À présent, ce sont les deux frères Mounir, alias Gino et Ilyas, qui sont dans le viseur des rivaux. Pendant l'enquête SkyECC, les enquêteurs réussirent à lire les discussions de divers groupes criminels, dont celui d'El Toro, attribué à Mohamed, rappelons-le. C'est à la fin de juillet 2020 qu'une discussion éclate sur l'échec de la récupération d'une cargaison de coke, pour laquelle Mohamed et d'autres investisseurs ont fait appel à l'équipe de Mounir. Un client mentionne avoir commandé 65 blocs et souhaite récupérer son argent, tandis qu'un autre investisseur n'a aucunement besoin d'explications de la part de Mounir ayant raté l'extraction, car il souhaite passer immédiatement à l'action. Mounir lui-même aurait suggéré de trouver une solution et propose même de voyager jusqu'en Amérique du Sud pour négocier. Cependant, l'entourage de Mohamed opte pour des représailles plutôt que des consultations. Mohamed fait donc appel à son bras droit Khalid, qui contacte à son tour un criminel anversois, Radouane K, surnommé Soldat, ainsi que Mounir T. L'équipe crée un nouveau groupe de discussion sur SkyECC, appelé Grupo Sandverpen, dont les messages ne laissent que peu de place à l'imagination. L'un des individus aurait envoyé « L'armée de Monjo est prête. » Selon le tribunal, l'inconnu Monjo serait un client néerlandais se situant à un échelon au-dessus de Mohamed dans la structure. L'un des messages mentionnait « Videz votre magazine à la porte et prenez une photo pour preuve. » En cas de doute sur l'identité de la cible, un message énonce clairement « 3 p*** doivent être en l'air. Ilyas, Jamal et Mounir. » Ilyas et Mounir sont déjà connus, mais la troisième cible est leur coéquipier Jamal J, envers qui les attaques vont commencer. Khalid transmet l'adresse de Jamal à Borgerhout, à Radouane. Plus il y a d'armes, mieux c'est, même les bazookas. Le 22 août, en pleine nuit, une balle traverse la porte d'entrée de la maison associée à Jamal, située à Borgerhout, dans laquelle un couple de personnes âgées réside. 2 jours plus tard, une grenade explose devant une pharmacie vide dans la De Grisperstraat, ce qui se révèle être une erreur. Cette confirmation est suivie d'une 3e attaque, pour laquelle les assaillants reviennent le lendemain pour tirer 11 coups de Kalachnikov sur la façade de la maison juste à côté de la pharmacie, appartenant à la famille LB. C'est une nouvelle erreur qui se produit, car cette maison est occupée par une famille afghane avec 2 jeunes enfants. En effet, cette famille louait l'appartement au rez-de-chaussée depuis un certain temps, se sentant enfin en sécurité en comparaison avec les conditions de vie dans leur pays d'origine. Par miracle, la fille de la famille, qui sortait tout juste des toilettes, a échappé à la mort. Elle a plongé à terre dans le couloir et a entendu les balles voler autour de ses oreilles. Nous ne vivons ici que depuis quelques semaines et n'avons pas encore de lit. C'était notre chance. Si nous avions été dans un lit, les balles auraient certainement fait des victimes. En ce qui concerne Mohamed, l'homme se cachant en Amérique du Sud, notamment au Brésil, commet une erreur en prenant la décision de se rendre en Espagne. La police locale l'arrête à Malaga en décembre 2021 et le renvoie en Belgique où diverses affaires l'attendent. Dans le cadre de l'affaire des attaques, il est condamné à 7 ans de prison, bien qu'il nie être l'utilisateur SkyECC El Toro. La même peine est prononcée pour son ami Khalid, tandis que 2 commanditaires écopent de 6 ans chacun.
Mounir El-B ne jouit pas d'une bonne réputation dans le milieu, étant fréquemment associé à différentes pertes et vols de cargaison, ce qui entraîne régulièrement des attaques contre les logements en liaison avec sa famille. Il est important de comprendre que son groupe se spécialise principalement dans l'extraction de la drogue hors des conteneurs, dès leur arrivée dans le port d'Anvers. Là, des contacts corrompus sont nécessaires pour passer inaperçus. Par exemple, au cours des années 2020 et 2021, le bras droit présumé de Mounir, connu sous le nom d'Ignace C, était en contact permanent avec une employée corrompue, travaillant au sein d'une compagnie maritime dont elle partageait des informations confidentielles. Elle s'appelle Khadija EY, se faisant appeler Tokyo sur le réseau Sky ECC, en allusion au personnage de la série Netflix Casa de Papel. Son objectif est de rechercher des conteneurs qui pourraient être utilisés pour stocker de la drogue et de fournir également les codes PIN d'accès. Elle facture 10 000 € par conteneur, une situation qui se répète à plusieurs reprises. Tout ceci satisfait Ignace, qui, pour rappel, a des revenus légaux très limités, alors qu'il circule dans une Mercedes immatriculée au nom de sa mère en portant des montres de luxe telles que Rolex ou Patek Philippe. Sans surprise, Ignace est condamné à 9 ans, tandis que Tokyo écope de 6 ans. Il est clair que les pions sont rapidement arrêtés sur le sol belge, tandis que les deux frères El-B tirent les ficelles depuis Dubaï, sachant qu'ils encourent de longues peines devant un tribunal de Belgique pour le trafic de plusieurs tonnes de coke dans ce pays. Nous parlons souvent des figures notoires de la pègre anversoise, mais il existe également une autre famille qui se retrouve en conflit avec Mounir, la famille R. Le personnage clé de cette histoire est Abdenour R et son frère Asdin du district de Deurne à Anvers. Les projecteurs ont été dirigés sur cette famille lorsqu'une série d'attaques visant leur maison familiale dans la rue de Bisschoppenhofland à Deurne a eu lieu durant l'été 2021. L'un de ces incidents a impliqué un petit dealer des Pays-Bas opérant pour le compte d'un gang de drogue néerlandais rival. Malheureusement pour lui, après avoir terminé l'attaque à l'arme automatique devant la maison de la famille R, il perd du temps à retrouver sa voiture de fuite en raison d'un oubli, ce qui ne lui laisse finalement que peu de temps pour s'échapper. Il est capturé et purge actuellement une peine de 5 ans. Il est rapidement apparu qu'il s'agit d'un conflit dans le milieu de la drogue lié à Abdenour alors qu'il est en fuite à ce moment-là pour finalement être incarcéré. Pendant cette période, son frère Asdin prend la relève en collaboration avec son ami Jawad M. Tous deux opèrent principalement dans le maillon le plus bas de la chaîne logistique de la drogue, traitant quelques centaines de grammes plutôt que des tonnes. Les deux gèrent ainsi un réseau de livraison de paxons de cocaïne à différents clients en Belgique. Jawad supervise les coursiers, tandis qu'Asdin récupère l'argent et effectue les transactions avec une nourrice, dont l'adresse n'est située qu'à quelques mètres de leur domicile, une décision assez peu intelligente. Pendant ce temps, Abdenour ne reste pas inactif depuis la prison, où la police détecte un peu plus tard un téléphone. À leur grande surprise, les enquêteurs découvrent qu'Abdenour faisait des recherches sur Internet en 2022 concernant une maison située dans la De Glimanstraat à Deurne, qui se révèle être le domicile parental de Mounir El-B. De plus, l'individu se faisant appeler Shadow, pseudonyme attribué à Abdenour sur l'application Signal, a envoyé des photos de luxueux voyages à Dubaï et a proposé à Mohamed D un travail rémunéré à hauteur de 5 000 €. Ce travail consiste à lancer des cocktails Molotov sur la maison de la famille El-B. L'attaque a bien lieu durant l'été 2022. Les assaillants se filment même en train d'accomplir leur mission. Par miracle, les résidents étaient en vacances au Maroc et aucune plainte n'a été déposée. Lors du procès, Abdenour explique qu'il avait pensé que l'attaque précédente contre son domicile avait été orchestrée au nom de la famille El-B, ce qui l'avait poussé à répliquer, à tort, sous le coup de la panique. Cependant, une autre hypothèse émerge, car durant cette période, une véritable chasse à l'homme est lancée contre Mounir, notamment par de gros trafiquants de drogue qui sont prêts à payer cher pour lui causer des problèmes à Anvers. Une photo circule, présentant son visage avec la mention de voleur, et une récompense est offerte pour toute information le concernant. Après avoir été la cible de 2 attaques contre son domicile peu de temps avant l'incident des cocktails Molotov, Mounir a été contraint d'embaucher des durs à cuire, venus directement des Pays-Bas pour assurer la sécurité devant sa maison durant la nuit. Le montant de 500 € par nuit et par gardien est évoqué. Il est essentiel de comprendre que les attaques à Anvers ont généralement lieu lorsque la drogue est perdue et elles sont destinées à servir d'avertissement et de menace explicite.
Dans le cas des frères LB qui sont en fuite à l'étranger, la situation devient de plus en plus sombre, ce qui inclut aussi le point de vue de la justice. Le frère de Mounir, Ilyas, est arrêté à Dubaï en novembre 2023, mais il reste à voir si l'extradition vers la Belgique aura bien lieu, étant donné que c'est souvent compliqué avec cet émirat, connu pour être apprécié des criminels cherchant un refuge.